Maritima. Le débrief. Le dernier débrief du bar des supporters de cette saison après la victoire de l'Olympique de Marseille de Buzyn face au Havre. On va en parler avec Steph, avec Jacques, et vous pouvez nous rejoindre pour cette dernière 04 42 41 36 15 04 42 41 36 15. On a vécu des émotions ce soir, une première mi-temps très terne. Heureusement que la deuxième mi-temps a été un petit peu meilleure pour les Marseillais avec ce but de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Amir Murillo. On croyait au premier clean sheet cette saison de l'Olympique de Marseille à l'extérieur, mais malheureusement il faut toujours quelque chose qui vienne se mettre à l'encontre des Marseillais sur cette route de la saison 2023-2024. Et sur cette route il y avait un penalty et le penalty a été transformé par Mohamed Bayo en fin de partie. Steph, ta première analyse à toi après cette victoire de l'Olympique de Marseille. On va parler un petit peu du match, mais après on parlera aussi de cette saison. On fera un petit bilan avec nos auditeurs. Sur le match, tu es au-dessus. Après, voilà, quand tu mets un peu plus, comme tu l'as dit, c'est clair qu'en première mi-temps, c'était très compliqué. En deuxième mi-temps, tu mets un peu plus d'impact, un peu plus de rapidité, un peu plus de jeu vers l'avant. Et voilà, quand tu as des bons débordements, des bons centres à ras du sol, un bon appel contre appel qui pique au point de pénalty, voilà, ça fait but en 3 passes. Donc quand on l'a demandé à plusieurs reprises cette saison, jouer dans la simplicité, dans la verticalité, se servir des joueurs qui ont énormément de vitesse. Ce soir, ça a fait mouche. Mais après, il faut se rendre compte quand même du niveau du Havre. C'est très très faible. Et ça n'enlève rien à la saison catastrophique de l'Olympique de Marseille. Ouais, rien à enlever à cette saison ratée des Marseillais. On va accueillir notre premier supporter par téléphone, c'est Kai. Salut à toi Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Kai, ce match finalement il résume un petit peu cette saison. Une première mi-temps, on va rester sur cette première mi-temps, mais elle est complètement ratée parce qu'il y a tout simplement rien à voir côté marseillais sur cette première période. Kai, est-ce que tu nous entends ? Ah, on a perdu... Allô. Ouais, on t'entend Kai. Je le disais, cette première mi-temps ratée des Marseillais. Oui, voilà, la première mi-temps était complètement ratée. C'était effrayant. C'était effrayant comment ça a été le néant. Comme tu dis, à l'image de la saison. Et comme il dit Steph, deuxième période où tu joues du foot simple, tu joues en passe, tu centres, je veux dire, c'est ça. On leur demande pas plus, on leur demande pas des trucs extraordinaires, juste de faire du football. Et cette deuxième mi-temps, voilà, ce match est à l'image de cette équipe, de ce qu'elle a fait cette saison. C'est-à-dire, choisir ses matchs, ses mi-temps, ses compétitions. Et malheureusement, voilà, tu finis aux portes de l'Europe et c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pour rester sur cette rencontre, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui marque son 17e but cette saison. Il a été comment dire, il a été parfait sur cette deuxième partie de saison. Il a eu un début de saison assez difficile en championnat. Peut-être qu'avec un peu plus de réussite dès le départ, on n'en serait pas là. Donc, on peut lui dire un grand merci. Je pense que grâce à lui, au moins, on a pris quelques plaisirs. On a pu rêver un peu, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit sur les derniers matchs de championnat où on pouvait encore espérer accrocher quelque chose. Donc, je pense qu'il fait partie, pour moi, de ces 2-3 joueurs qui nous ont donné satisfaction cette saison, mais c'est guère plus, quoi. Ouais, pour rester sur Pierre-Emerick Aubameyang, il a été interviewé par nos confrères de Prime Video, le diffuseur de cette rencontre. Quand le journaliste lui demande si on le reverra sous le maillot Olympia la saison prochaine, sa réponse elle est claire, oui, j'espère. Donc c'est quand même positif ou pas, Steph, cette réponse? Comment tu la lis, cette réponse de Pierre-Emerick Aubameyang? Comment je la lis? Je la lis je pense qu'il va attendre de savoir s'il y a un projet cohérent pour l'année prochaine, pour essayer d'aller jouer les premiers rôles dans ce championnat, parce qu'il ne faut pas oublier, on a le 2e budget du championnat de France. Donc c'est tout simplement catastrophique ce qui se passe avec cette 8e place en championnat, c'est en Coupe d'Europe, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Moi ce soir, j'attendais même pas un exploit de Strasbourg ou de Montpellier. Fallait s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Voilà, tu finis à 3 points de la 6e place. Quand tu vois que tu as été à 3 à 4 reprises en supériorité numérique, tu n'as pas su gagner tes matchs. Donc voilà, tu peux t'apprendre qu'à toi-même. Donc compter sur les autres pour essayer d'un peu moins noircir une piètre saison, non. Donc tant mieux, ça fera peut-être partir des joueurs qui n'ont pas joué vraiment le jeu chez nous cette année. Et si on doit recruter, j'espère qu'on va prendre des mecs qui quand ils porteront ce maillot, lui donneront tout pour honorer ses couleurs. Et pour Pierre-Emerick Aubameyang, je pense sincèrement, s'il dit j'espère, c'est qu'il attend de voir réellement le projet de l'OM l'année prochaine. Jacques, pour rester sur Aubameyang, si on regarde ses stats, elles sont vertigineuses, elles sont incroyables, elles sont magnifiques, elles sont magiques. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire les stats d'Aubameyang cette saison. 50 matchs, 30 buts, 11 passes décisives dans un OM finalement sans saveur. Oui, c'est lui qui nous a un petit peu éclairé, heureusement qu'il était là. Après, quand il dit j'espère, peut-être que la direction aujourd'hui de l'Olympique de Marseille ne lui a pas encore fait de proposition. Ça peut être aussi une possibilité. Peut-être que le président attendait la fin de la saison. On sait tous qu'il a un gros salaire. On a entendu qu'il fallait baisser la masse salariale. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de finances à voir. Se rendre compte que la saison prochaine, on n'aura pas de Coupe d'Europe, les enfants. Donc quand tu as des salaires comme ça, c'est quand même des salaires importants, voire énormes. Je pense que ça peut aussi se situer. On verra les propositions qui lui sont faites. Est-ce qu'il pourra les refuser? On appelle ça des propositions irrefusables parce que dans les pays du Golfe ou en Arabie Saoudite, ce sont des salaires qui sont nets d'impôts. Donc voilà, il y aura beaucoup de questions à se poser dans cette fin de saison. Après, Aubameyang, il est encore sous contrat, hein. Il avait signé 2+1, donc il est encore sous contrat. Donc certes, s'il a des propositions, comme vient de dire Jacques, et qu'un club d'Arabie Saoudite met 10, 15 ou 20 millions d'euros pour te l'arracher, après c'est dans ce cas-là. Ou est-ce que fera la direction de l'OM? Est-ce qu'ils vont le céder? Et après, c'est toujours pareil, parce que voilà, comme tu l'as dit, j'ose imaginer avec un OM qui marche, il aurait fini à combien de buts? Parce que c'est pour ce qu'il a fait cette année, il a porté l'OM à lui tout seul. C'est pour ça la saison extraordinaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Petit bilan, toi, de cette saison, Kai, qu'est-ce que tu retiens de cette saison de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu retiens quand même un match en particulier, un match qui t'a marqué? Voilà, fais-nous un petit peu ton bilan de cette saison marseillaise. Le match qui m'a marqué, oui, ça va être Benfica, le match retour. Je pense que c'est le match qui nous a un peu tous transportés un peu ailleurs, parce que c'est peut-être le seul match où ils ont été vraiment du début à la fin à fond, où ils ont montré qu'ils avaient envie. Après, le bilan de la saison, c'est moyen, très très moyen dans le recrutement, moyen dans les joueurs sur le terrain, moyen dans le talent de ces joueurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a une poignée de joueurs qu'on peut sortir du lot, Valerdi, Oba, Fembemba, c'est tout. Et ça, il n'y a pas grand monde à sortir vraiment en dehors de ça, parce que j'étais très déçu de cette saison, parce qu'on s'attendait tous à ce que le projet monte, prenne de l'ampleur, et au fin de compte, non, on a régressé au classement, on finit 8e, c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. On pourra dire tout ce qu'on veut, c'est la honte de finir 8e. Tu finis 3e, 2e, 3e. L'année dernière, tu étais à la porte, au début de saison, tu es à la porte de la Ligue des Champions. Et là, tu finis avec une main devant, une main derrière, c'est le cas de le dire. Et donc, pour moi, ça restera une des pires saisons de l'OM. Ouais, une saison vraiment ratée des Marseillais. On le rappelle, les Marseillais finissent 8e pour cette édition 2023-2024. Merci Kai d'avoir été avec nous sur Maritima et merci d'avoir été un des acteurs principaux de ce débrief du BDS. On se retrouvera bien entendu la saison prochaine pour avec beaucoup de plaisir. Pour, on l'espère, un meilleur OM. Merci, on espérera qu'on s'énervera beaucoup moins la saison prochaine. Dans les débriefs, ça voudra dire que l'OM est tout en haut du classement. C'est ça le plus important. Exactement. Merci, Kai, d'avoir été avec nous. On va continuer, nous, de parler de ce OM Havre. Un OM Havre avec un petit remaniement tactique, quand même. On sent que Jean-Louis Gasset a essayé quelque chose avec l'association de Aubameyang et de Moumbagna, Steph. Oui, on l'a demandé à plusieurs reprises, parce qu'on voyait que quand Aubameyang était esselé en pointe, c'était très compliqué pour lui, parce qu'on n'arrivait pas à l'envoyer dans la profondeur. On lui envoyait tout le
temps des longs ballons. Et c'était vraiment très compliqué parce que c'est pas un joueur qui a un énorme physique. Ce que fait Aubameyang ne peut pas le faire, et c'est pas un joueur de tête non plus. Donc voilà, quand tu joues dans les pieds, le mec sait être efficace, même si c'est vrai que son face en face, il doit le mettre au fond, il doit pas taper sur le poteau, il doit un peu plus s'appliquer, essayer de finir. Après, sous le hors-jeu, ça se joue à une demi-chaussure quand il part du rond central. Donc voilà, c'est sur ces actions-là où il est vraiment très efficace. Il faut rappeler son âge, il a plus de 34 ans, donc c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a fait cette saison. Comme tu l'as bien stipulé, 30 buts, 11 passes décisives en 50 matchs, et quand on voit le piètre niveau de cette équipe, et surtout des joueurs qui l'entourent, faut pas oublier qu'il était alimenté par des Sarr, par des Ndiaye, par des Amin Harit, par des Ounahi, qui ont été tout simplement catastrophiques cette saison. Donc je te dis, j'ose imaginer ce joueur-là avec une rame de lancement, avec un joueur vraiment de standing et d'un niveau bien au-delà de ce qu'on a, il aurait fini facilement deuxième meilleur buteur, et il aurait explosé tous les records pour un buteur olympien. Ouais, c'est vrai que cette saison de Pierre-Emerick Aubameyang, elle est assez exceptionnelle. Est-ce que ça fait longtemps, Jacques, que tu n'as pas vu une saison comme ça d'un joueur, on parle individuellement, un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille? Ouais, il a fait quand même un début de saison assez compliqué, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez. Il a fallu qu'il se remette en cause. Il s'est réentraîné. Il y avait de grandes difficultés. Donc, par contre, il finit très très bien. Le bilan est bon. Mais par contre, voilà, attention, il faut pas aussi. Va falloir examiner de très près si Aubin a les capacités, les qualités, l'envie de recommencer encore une saison comme ça. Je pense que c'est un joueur qui a besoin aussi d'autre chose dans son football. Il a véritablement besoin d'un numéro 10. Je pense que ça sera une de ses demandes, d'avoir des ballons un peu plus à terre pour pouvoir être performant. Tu sais, quand tu es dans une équipe et que ces joueurs, ils ont des propositions, ils sont aussi un petit peu, peut-être pas capricieux, mais ils ont des requêtes aussi. Donc, il verra sans doute l'équipe qui sera construite la saison prochaine, et peut-être qu'il adhérera ou il adhérera pas. Ouais, on verra ce que décide Pierre-Emerick Aubameyang. On va continuer ce débrief avec Bruno, qui nous a rejoint au standard. Salut Bruno. Salut les amis. Bruno, on va continuer de parler de ce OM Havre. Quel est ton sentiment, ton analyse un petit peu? Comment tu as vécu cette rencontre pour cette dernière journée de championnat de cette édition 2023-2024? C'est un peu particulier pour nous parce que, comme tu le sais, en Nouvelle-Calédonie, le quotidien est très compliqué, donc je l'ai vécu comme une bouffée d'air frais. Ça nous a fait penser un petit peu à autre chose. Et puis voilà, de les voir jouer et de vous entendre déjà avant même de parler du contenu, c'est du positif pour nous, et c'est un peu de ciel bleu dans un quotidien qui est très compliqué. Pour revenir au match, je m'excuse de te couper, et ça nous fait énormément plaisir de t'entendre. On rappelle que Bruno est un supporter d'Olympique de Marseille qui nous écoute de Nouvelle-Calédonie, qui intervient régulièrement dans le débrief du bar des supporters. Et on sait tous ce qui se passe là-bas. Et justement, on est très, très, très heureux de pouvoir t'entendre. Je te cache pas que j'avais pas tes coordonnées. Je voulais t'envoyer un message pour savoir si tu étais en bonne santé, si ta famille, tout allait bien. Et donc, ton entourage. Donc, on est très heureux de t'entendre ce soir. Sincèrement, ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour ton message et pour vos messages. Et c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages de soutien de la part de nos familles, bien sûr, qui sont en métropole souvent, ou de nos amis. Et sachez que ces petits mots sont très importants pour nous. Ça nous aide à tenir psychologiquement déjà, et puis on est tous très très fatigués physiquement et psychologiquement. Bruno, est-ce que, avant de refermer la petite parenthèse, est-ce que la situation s'est quand même un petit peu calmée? Non, c'est difficile. Pour résumer, parce que sinon il faudrait que j'en parle pendant une heure, les forces de l'ordre sont arrivées en masse depuis 2-3 jours, et en fait elles commencent petit à petit, mais c'est très long, à reprendre certaines zones, certains quartiers. Donc là je parle surtout de Nouméa et du Grand Nouméa. C'est là que les émeutiers ont tout brûlé, ont tout pillé là depuis lundi, et la plupart des zones sont des poches de non-droit, hein. Donc les civils comme moi montent des barricades dans les rues, et on fait des rondes toutes les nuits pour protéger nos maisons, nos familles. Il y a des quartiers qui sont plus impactés que d'autres. Donc là,
on est dans une phase où on sort à peine de la sidération qui nous empare depuis lundi, de ce qui vient de se passer. Et pour l'instant, on est dans une phase d'espoir. Je veux dire que l'action des forces de l'ordre fasse effet et qu'on puisse retrouver, déjà, première étape, c'est retrouver de la sécurité, une libre circulation, parce que là, on est en plein état d'urgence. Et après seulement penser à pouvoir être ravitaillé en termes de nourriture de manière normale, peut-être recommencer à aller travailler. Mais là, vraiment, le premier objectif, c'est que toutes ces zones soient sécurisées, et ça va être très long. Il y en a pour plusieurs jours, parce qu'en face, ils sont déterminés, ils sont armés, très violents, et je crois qu'on attend encore de nouvelles forces de l'ordre pour que le calme et la sécurité reviennent. Voilà un peu la situation. Retrouver un petit peu la sécurité, c'est vrai que ce sont des moments pas faciles, ce sont des moments qu'on ne pense jamais vivre dans une vie, mais voilà, on t'apporte tout notre soutien, nous, Bruno, tout le courage pour toi, pour tes proches également. On va essayer, on va parler de l'Olympique de Marseille, même si on va pas avoir le sourire jusqu'aux oreilles quand on va parler de l'Olympique de Marseille, même si ça a été une saison compliquée. Bruno, comment tu l'as vécu, toi, cette saison, un petit peu un supporter expatrié à l'étranger? Je suis content qu'elle se termine, parce que je trouve qu'elle a été extrêmement éprouvante. J'ai l'impression d'avoir vécu 4 saisons en une. On est passé par tellement d'états d'esprit différents, mais surtout, ce que je retiens et je pense que c'est ce qui marque pour moi la saison, c'est que toute cette saison, on n'a fait qu'espérer des choses. On a eu aucune certitude tout au long de l'année. Cette instabilité chronique là qui s'est manifestée de manière incroyable cette année, avec les changements d'entraîneur, c'était juste insupportable, très dur à vivre. Moi, voilà, j'ai le sentiment d'une saison qui a fatigué psychologiquement tous les supporters. On ressort avec une place qui est la nôtre, techniquement parlant, parce que finalement, ce qui nous a manqué, c'est de la justesse technique, et c'est quand même de la mentalité, parce qu'à part 3-4 joueurs qui avaient une mentalité digne d'un joueur de l'OM, les autres ne l'ont pas eu. Donc je suis content que ça se termine, triste que ça se termine comme ça, parce qu'avec le budget qu'on avait, évidemment, on espérait tous mieux. Mais là, il fallait vraiment que ça s'arrête, parce que je pense que la majorité des supporters sont usés par cette saison et espèrent tourner la page rapidement. Ouais, rapidement tourner cette page de cette saison complètement ratée. Merci en tout cas, Bruno, d'être intervenu, d'avoir pris un peu de ton temps après cette situation assez compliquée sur place en Nouvelle-Calédonie. On te souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, on t'embrasse, et on espère Bruno, te revoir la saison prochaine. Merci et t'entendre beaucoup. La saison prochaine. Merci beaucoup, et bien sûr on sera là la saison prochaine, et encore une fois merci pour tous vos messages, c'est très précieux en ce moment pour nous. Merci, à très bientôt. Merci, à très vite pour cette nouvelle saison de l'Olympique de Marseille qui redémarrera début août. On le rappelle, il y aura l'Euro, donc ça sera un petit peu décalé par rapport à d'habitude. On va continuer à parler de ce dernier match de l'Olympique de Marseille. On va dire ce remaniement qu'il y a eu avec Jonathan Klaus un petit peu plus haut. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Steph, que Klaus était aligné un petit peu plus haut sur le terrain ce soir? J'en parlais à Jacques sur le but, quand tu le vois qui part pratiquement de la surface de l'Olympique de Marseille, quand Verretou récupère le ballon, il te fait un sprint de pratiquement 80 mètres. J'ai dit, tu vois l'intensité qu'il a mis là, l'envie qu'il a mis là. S'il avait fait la même à Bergame sur le premier but de Lockman, ça aurait été tout un autre match. Donc moi, c'est ce genre d'attitude que j'aime voir, mais l'attitude qu'il a eue par rapport au match face à l'Atalanta, c'est des attitudes que je haïs. Voilà, ça vraiment, ça m'horripile. Je peux pas me permettre de voir ça et de ne rien dire, tu vois. Donc oui, ce soir, c'est bien ce qu'il fait. Pour quelle raison il a pas pu le faire la semaine dernière, ou il y a 10 jours, comme on l'explique? Moi, c'est ça. Quand tu es joueur professionnel, tu dois tout donner. Comme on l'a toujours dit dans cette émission, perdre, ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. Tout le monde perd un jour ou l'autre. Mais tu dois perdre avec les armes à la main. Et cette saison, on a trop perdu en baissant le pantalon. Et ça, c'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Donc ces joueurs-là, je parle de lui parce qu'il il fait un bon match, il n'y a rien à dire. Hein. Et dans la saison, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. l'OM. Et même, je pense que c'est le deuxième meilleur passeur de l'OM. Donc dans les stats, c'est loin d'être dégueu pour un arrière latéral. Mais quand tu es international français, tu dois
tu dois être au-dessus de tous les autres. Quand tu joues dans un championnat, dans une Ligue 1 qui est vraiment très faible, faut savoir se le dire aussi, elle a été très très faible cette saison, la Ligue 1, encore une fois, et que tu vois que tu finis 8e avec pratiquement le 3/4 de ton équipe, c'est-à-dire que des internationaux, il faut se poser des bonnes questions. Donc voilà, ce genre d'envie-là, comme on a vu ce soir sur la passe décisive qui fait à Aubameyang, c'est des choses qu'on doit voir tous les week-ends quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille et de tous les joueurs. Je parle pas que de lui. Quand on voit à un moment donné, Karim il en parlait, quand on voit Balerdi qui monte, qui s'arrache, qui va faire un tacle, qui récupère, il a fait un match de malade encore ce soir. Qu'est-ce qui manque aux autres pour se mettre au même diapason? Verretou n'a fait que marcher ce soir. Exactement. Encore, quand tu fais le bilan de Jonathan Klaus, les gars, ce joueur-là, il faut le traiter différemment. C'est un international. Quand tu prends Klaus, tu attends autre chose. C'est pas Ulysse Garcia, c'est pas Murillo. Donc Klaus, il doit nous montrer tout à fait autre chose et il nous montre pas suffisamment. Ce qu'il a montré ce soir, il l'a fait peut-être 4-5 fois dans la saison. Après, on n'oublie pas les histoires qui se sont passées avec lui. Alors je sais pas s'il a raison, s'il a tort, je m'en fous. Mais quand même, il y a eu une saison quand même assez blanche de la part de Jonathan Klaus. Ouais, on va continuer à parler du cas Jonathan Klaus avec Jo qui nous a rejoint au standard. Salut Jo. Bonsoir l'équipe, bonsoir Jo, tout le monde. bien sûr qu'on regrette l'attitude de Jonathan Klaus, notamment face à l'Atalanta Bergame. Est-ce que le fait que cette semaine il ait reçu sa sélection pour l'Euro, ça lui fasse un petit peu changer d'attitude, notamment sur ce dernier match face au Havre? Mais je sais pas si il est intérêt à changer d'attitude, parce que déjà je me demande comment il fait pour être sélectionné dans cette équipe de France, parce que sur le but de la saison il mérite vraiment pas d'être sélectionné, mais vraiment pas. J'espère pour lui que ça va lui faire du bien. Après c'est la chance qu'il a entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions aussi pour Didier Deschamps à ce poste-là. Ouais, ça fait rien. C'est pas. Pour moi, il est Marseillais, je devrais être content parce qu'il joue à l'OM, mais pour moi il mérite. Avec la saison qu'il a fait Klaus, il mérite vraiment pas d'être sélectionné à l'équipe de France. Il n'y a pas que lui, mais moi je parle de lui parce qu'il joue à l'OM et qu'on en parle, mais je sais pas, j'aurais pu comprendre que les gens, d'un coup, ils arrivent à jouer comme ça, qu'il n'y a plus rien, il se passe plus rien. Qu'est-ce que tu lui reproches, toi, Jonathan Klaus, Jo? Ben déjà, je lui reproche que défensivement, il prend jamais un ballon au contact, il ne prend jamais un ballon de la tête, et j'ai l'impression qu'il s'en fout, et qu'il est toujours fatigué. Je vois le but contre l'Atalanta, il centre. Pour le premier but qu'on prend, il centre, il revient en marchant, il souffle, il a la caméra dessus, il n'arrive pas à respirer. Le défenseur qui était devant lui, il est presque derrière son attaquant pour l'aider. Et lui, il marche. On avait une semaine de repos, il s'en fout. D'abord, pour moi, tout le monde s'en foutait pour cette fin de saison qu'ils ont fait, il s'en foutait complètement. Ouais, ce soir face à on le rappelle, c'est un promu, le Havre, promu de Ligue 2 qui est monté cette année. C'est vrai que Steph le disait, on a vu une équipe assez faible du Havre, mais est-ce que malgré tout cette victoire Jo, elle te satisfait un petit peu dans le contenu, dans la réaction qu'ils ont eu en deuxième période? Non, franchement, je suis tellement déçu par ce que j'ai vu jusqu'avant. Tu sais, Enzo, quand tu fais une saison comme ils ont fait l'OM cette année, que tu as une chance, que tu arrives en demi-finale de l'Europa League, tu as une chance de faire vibrer tout un peuple en allant simplement en finale. Cette chance, tu la saisis pas, tu le joues pas. Tu as une chance de suite après pour être quand même européen, aller gagner à Reims quand même, sans critiquer Reims. Mais c'est eux qui ont fait le match que nous on devait faire. Donc après, on peut pas être content, même si on gagne contre l'Havre, c'est pas possible. Ouais. On voit, Steph, que vraiment ça s'est joué à des détails. Jacques l'a noté et c'est important, hein, le match nul à domicile. Bon, on remonte dans la saison, mais le match à domicile, le match à domicile face à Toulouse, à l'aller, notamment au Vélodrome. Jacques, arrête-moi si je m'arrête, le match nul face à Strasbourg à domicile, la défaite face à Reims cette semaine. Le match nul face à Metz. Mais les gars, le match nul contre Lille, ça fait beaucoup. On en parle, tu n'arrives pas à gagner Monaco à 11 contre 9 aussi. Voilà, le match nul contre Monaco à 9 contre 11, que tu as ce dernier ballon qui doit mettre au fond Vitinha, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur une saison. Et quand Lyon doit gagner un match à la fin de la saison pour être européen, ils l'ont gagné. Quand Reims ne doit pas perdre, ils n'ont pas perdu. Mais nous, ça, on ne sait pas le faire. Nous, il fallait qu'on gagne à Reims, on a été incapable de gagner à Reims. Donc, on n'a pas notre place dans l'Europe, c'est tout. On ne doit pas faire une Coupe d'Europe, on ne le mérite pas, c'est tout. Ouais, parce que finalement, quand on regarde le classement, Lens va être européen. Parce que
quoi qu'il en soit, si Paris gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative parce que Paris est en Ligue des Champions. Et si Lyon gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative pour une Coupe d'Europe parce que Lyon est qualifié en Ligue Europa. Exactement. Jacques, on va s'arrêter un petit peu sur Lyon quand même. On s'en rappelle au mois de décembre. Terrible. On les enterrait. On était contents, on va se le dire. On se moquait d'eux. Lyon, ils vont descendre. Lyon. Lyon, ils sont devant l'Olympique de Marseille et Lyon, ils joueront la Ligue Europa la saison prochaine. Oui, mais Lyon a fait un super mercato d'hiver. Ils ont recruté de très très bons joueurs, ils se sont renforcés, ils ont changé d'entraîneur, un entraîneur français. Et je suis très heureux d'avoir un entraîneur français qui puisse montrer que on est aussi très très intéressant au niveau de les infrastructures françaises, au niveau des entraîneurs. Voilà, ils ont bien travaillé et c'est ce qui nous a manqué. Nous, on a fait des recrutements au niveau de cet hiver, ça a été quand même difficile. Il y a les joueurs, les gars, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'erreurs des joueurs, mais il y a aussi la qualité des joueurs qui ont été recrutés. Il y a des questions à se poser. Ce soir, il manque quand même des joueurs comme Sarr, Ounahi et Amin Harit. Ces joueurs-là, c'était quand même des joueurs phares. Et ces joueurs-là, ils n'existent pas à l'OM cette saison. Les trois, ils ont absolument rien fait. Tu rajoutes à ça Iliman Ndiaye, tu te demandes Correa, et tu te demandes comment c'est possible. Moi, je veux pas défendre Longoria, mais quand tu les recrutes, Harit et Ounahi, tu penses que tu as quand même... Harit, il avait fait une saison où il revient de blessure, mais Ounahi, c'est quand même des joueurs qui ont été intéressants en phase finale de la Coupe du Monde. Il a été complètement translucide, ce gars-là. Un Jordan Verretou qui a été, pour moi, c'est un joueur que j'adorais. Au fil du temps, j'ai été surpris par son incompétence, par son manque d'efficacité. Lui aussi, c'est un international. On est content de Jordan Verretou, mais c'est pas le Verretou que l'on attendait. On attendait autre chose de sa part. Après, voilà, tu as recruté Moumbagna. Oui, c'est pas mal, mais quand tu vois le recrutement des autres, ne t'étonne pas que les autres ils soient mieux placés que toi. Ouais, Jo, qu'est-ce que tu retiens de cette saison, globalement? Je retiens d'avoir eu un grand Balerdi, un très très grand Balerdi. J'étais peut-être le premier à le critiquer. Et je confirme. Voilà, un très bon Aubameyang, malgré les joueurs qu'il a autour. Et Mbemba, de temps en temps. Et voilà, le reste... déçu de cette saison, très déçu de cette saison. J'espère qu'on va changer beaucoup de joueurs et qu'on va prendre des vrais joueurs de football. Et avec un numéro 10 surtout. Parce que le football de maintenant, il n'y a plus de numéro 10. On joue sans numéro 10. Le 10, c'est un créateur, c'est lui qui crée le football. Il n'y a plus de numéro 10. Et qu'on prenne un bon numéro 10 et qu'on vive un peu comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Ouais, on l'espère. Merci Jo d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Enzo, juste une seconde. Oui. Je voulais juste remercier Jacques et Karim pour leurs commentaires toute l'année parce qu'ils m'ont fait rêver avec leurs blagues, leurs commentaires et leur complicité surtout qui est énorme. Toi aussi pour tout ce que tu fais, mais toi je voulais te féliciter un peu plus pour le travail que tu fais à l'ISPEC pour les enfants. C'est gentil. J'ai pas eu l'occasion de te le dire jusqu'à maintenant. Je te suis sur Facebook, je suis tout. Bravo pour tout ce que tu fais pour les petits. Merci Jo, très très gentil de ta part et on se donne rendez-vous quoi qu'il en soit l'année prochaine dans les débriefs et pourquoi pas même se voir à l'extérieur. Merci Jo d'avoir été revenu dans l'ensemble des débriefs du bar des supporters, d'avoir participé toi aussi à ces débriefs là. Cet OM là, cette saison, finalement c'est à l'extérieur que ça a pêché et quand on regarde le classement, l'OM est dans la lanterne rouge à l'extérieur. Steph, quand on s'appelle Olympique de Marseille, on n'a pas le droit d'être à cette place là. Qu'est-ce que tu en penses? On l'a dit à plusieurs reprises, on a fait que s'ambiancer, s'énerver là-dessus tout au long de la saison. S'ambiancer, tu vois, c'est moustillé, voilà, je vais te sortir des adjectifs si tu veux un peu plus poussé. Non, mais voilà, combien de fois je l'ai dit dans cette émission, que moi je serais le premier heureux de passer des débriefs sereins, tranquilles. Oui, il y en a qui me disent, oh, tu m'as régalé hier, mais je préfère régaler des gueux, moi. Parce que si je régale des gueux et que je m'énerve pas, ça veut dire que l'OM va bien. C'est un peu notre star quand même. Non, t'es star. Non, mais ça veut dire que l'OM va bien. Et c'est tout ce qu'on souhaite nous. On va, comme on l'a dit ici à plusieurs reprises, on va au stade pour vivre des émotions. On a tous ce club dans le sang, depuis qu'on est tout petit, on le suit. On a vu nos parents pleurer sur les finales perdues de 91, sur les finales gagnées de 93. Ça marque un enfant quand tu vois ça. Pardon, tu me perds ta voix, voilà. Pardon, je m'étouffe.
Quand tu vas pour la première fois dans ce vélodrome avec les populaires, avec la piste autour, après le vélodrome de 98, quand tu vois tout ça, quand tu vois les titres qu'il y a eu dans cette équipe-là, les grands joueurs qui sont passés par cette équipe-là, et que je vois ce genre de chèvre aujourd'hui, et parce que c'est pas les salaires qu'ils avaient, mais on parle pas des années 90, hein. Quand on voit les salaires qu'on donne, nous, ici, à l'Olympique de Marseille, moi, ça me rend fou. On nous dit, faut pas parler d'argent. Non, je suis désolé. Tu es obligé, à un moment donné, que souvent, Jacques, il le dit, ça. Quand ce soit un transfert ou un contrat sur des salaires, tu es obligé, à un moment donné, en fonction de ce que tu vas donner à un joueur, d'avoir une attente en Bien retour. sûr. Et là, quand tu vois qu'on donne des salaires de 400, 500, 650 000, pour des Veretout, pour des Kondogbia, Gay voulait tripler son salaire, Correa 450 000. Oui, c'est pas notre argent, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu dois en attendre mieux quand même. Mais quand on parle d'argent, Steph, demain tu vas acheter une voiture, si tu achètes pour pas les citer, une Clio, tu vas la payer peut-être 15 000 euros. C'est une Clio, tu attends d'une Clio. Voilà. Par contre, si tu achètes une Mercedes à 100 000 euros, tu en attends tout à fait autre chose. De la sécurité, du confort, de la vitesse. Donc voilà, quand tu mets autant d'argent sur un joueur, tu en attends tout à fait autre chose. Et là, on n'a absolument rien. Moi, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que ce qui m'a inquiété les genres de match, Steph, il est avec nous quand on fait les débriefs ici, et il est avec nous pendant le match. C'est un garçon qui aime l'OM, qui adore l'OM. Je l'ai vu au fil du temps s'énerver, être pas content, taper sur le fauteuil, et puis les derniers temps, bâiller pendant le match, être fatigué, et ne plus avoir. Il disait, il me gonfle, il me saoule, il m'énerve. Et ça veut dire qu'il est dépité. Arriver à dépiter des gens passionnés comme ça c'est inquiétant, les gars. Ils ont écœuré beaucoup d'amoureux de l'Olympique de Marseille. Là, quand il dit je m'emmerde, c'est grave, les gars. C'est grave. Mais après, on se languit la saison prochaine pour aller au stade et pour vibrer pour l'Olympique de Marseille. Ça changera jamais. Mais on se doit d'être critique avec ces joueurs-là. Bien sûr, parce qu'ils portent le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est un maillot très lourd à porter avec beaucoup d'exigences. On va terminer ce débrief du bar du supporter avec Romain qui nous a rejoint au standard. Salut Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, le mot, toi, qui te vient en tête quand tu penses à cette saison, c'est lequel ? C'est le mot échec, tout simplement, parce que on n'a pas rempli des objectifs qui ont été fixés en début de saison. Voilà, ça a été une saison aussi cauchemardesque, donc voilà, de toute façon, sur la physionomie de la saison, on ne mérite pas mieux que la place où on termine. Ouais, on mérite pas mieux. C'est cette 8e place, on le rappelle, et que l'Olympique de Marseille ne sera pas européen. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette saison à toi, Romain, côté Olympique de Marseille ? Est-ce que c'est cette élimination en Ligue des Champions face au Panathinaikos, ce départ très rapide de Marcelino, l'échec Gattuso, l'échec en demi-finale face à l'Atalanta ? Bref, qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est, on va dire, le manque de stabilité au sein des entraîneurs, dans l'effectif. C'est ce qui nous a, c'est par rapport à ça, je pense qu'on a payé cher cette saison. Donc j'espère que cet été, il y aura un peu plus, déjà qu'on va se débarrasser de beaucoup. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu espères pour l'année prochaine, du coup, Romain ? Déjà qu'il y ait de la stabilité, mais bon, il va falloir s'attendre, je pense, encore des mouvements, c'est ça le problème. Ouais, tu crois est-ce qu'on peut pas croire à une forme de stabilité côté Olympique de Marseille avec une base qui soit gardée ? Ça, tu penses que c'est impossible ? Moi, je pense que ça m'étonnerait fort. Après, il y a Aubameyang qui a déclaré après le match on l'avait dit, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Donc, déjà, s'il reste, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on aura besoin de lui. Il a quand même mis 30 buts cette saison. Après, il faudra des renforts autour de lui l'année prochaine. Même si Aubameyang ne représente pas l'avenir, mais bon, c'est sûr que s'il est bien entouré, je pense que ça pourrait être encore mieux au niveau des stats et pour être mieux classé en championnat. Romain, tu en attends beaucoup, toi, de Pablo Longoria ? Il faut qu'il se rattrape pour toi, c'est le mot ? Se rattraper ? Moi non, j'ai la colère contre lui parce que je pense c'est lui le principal fautif aussi de l'échec de cette saison. Moi j'aimerais qu'il quitte l'OM. Ah, bon. C'est un constat assez alarmant que tu fais, en tout cas, Romain. On te remercie, Romain, d'avoir été avec nous sur nos antennes dans le débrief. Merci à toi d'être intervenu régulièrement dans le débrief du bar des supporters sur Maritima. Et on se dit bien entendu à la saison prochaine. Jacques, Steph, on va terminer avec les top 3 et le flop 3, pas du match, mais les top 3 et le flop 3 de la saison.
s'il vous plaît, messieurs. Alors. On va commencer par le flop 3. Il faut trouver 3 joueurs. Et pas 4, ni 5, ni 6. Il en faut 3. Voilà. 3, ça va être 3 offensifs. Ça va être, pour moi, ça va être Correa. Catastrophique, tout simplement transparent. Et après, je vais te mettre Sarr et Ndiaye qui ont tout simplement rien apporté tout au long de la saison sur le front de l'attaque olympienne. Correa, Sarr, Ndiaye, 3 recrues pour Jacques. Moi, Correa, Ndiaye et Unai. Unai, c'est quand même un joueur qui a été transparent, blessé, pas en forme. Alors, ça arrive, mais ça a été quand même un joueur qui a été cette année complètement absent de cet effectif olympien. Il y a des top 3 quand même dans cette saison ratée. Top 3, tu vas avoir Mbemba, Balerdi, Aubameyang. Voilà, si tu peux les mettre dans n'importe quel sens, voilà, c'est 3 joueurs qui sont sortis du lot. C'est les 3 joueurs que tu dois garder. Et tu dois t'appuyer avec ça. Pour le reste, il faut essayer de voir. C'est que tu fais avec des feux verts. Les 3, ils ont le feu vert. Les autres, feu orange et d'autres feu rouge. Eh ben, on espère que les feux seront ouverts la saison prochaine pour l'Olympique de Marseille. Steph, merci pour cette saison de débrief. Même si le bar des supporters n'est pas fini, on le rappelle. Oui, encore une bonne semaine pour le BDS. En tout cas, ce fut un réel plaisir de prendre un peu plus de place à tes côtés dans les matchs à l'extérieur. Quand Jacques et notamment avec Karim ou qu'il est sur le plateau, c'est un réel plaisir de parler et avec des amoureux de l'OM. Parce que voilà, souvent on nous le dit, on adore vous écouter parce que c'est sans chichi, sans filtre. C'est vrai qu'on parle avec le cœur, ça c'est clair. Ici on n'est pas là pour brosser le dos de qui que ce soit, donc on dit ce qu'on pense et je pense que c'est ça qui touche les gens aussi, dans le bon comme dans le moins bon. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que je me régale, je passe de très très bons moments et le fait, tu sais aussi d'en parler psychologiquement, ça te libère un petit peu. Tu arrives, au lieu de te coucher à 2h30, 3h, tu t'endors, c'est 2h moins le quart. Tu vois, quand tu es énervé, c'est une thérapie. Plaisir partagé cette saison. Jacques, merci pour ces débriefs du bar des supporters tout au long de la saison. On te retrouvera dans le BDS cette semaine pour conclure cette saison. Merci Enzo, merci Steph. C'est vrai que c'est des moments... moi j'ai besoin, quand Steph est là aussi sur le plateau, ça apporte quand même une certaine chaleur. On le faisait régulièrement tous les deux auparavant. Là, il nous a rejoints et c'est quand même mieux à tous les 3. Ça met de l'intensité. Après, c'est vrai qu'il y aura quand même une semaine. Je pense que demain, il n'y aura pas de BDS sur Maritima lundi. Mais par contre, tout au long de la semaine, à partir de mardi jusqu'à vendredi, on va pouvoir débriefer, surtout faire des bilans de cette saison. Et après, on espère vous retrouver très bientôt. Mais ça a été un réel plaisir. On a passé de très très bons moments avec mon ami Karim, avec Margali. On a passé de très très bons moments dans cette émission qui marche de plus en plus. On le voit sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Des gens du bout du monde. On a entendu Bruno de Nouméa, on a des gens d'Argentine, j'ai des gens du Panama, d'Australie qui nous écoutent, Matt Pokora qui nous écoute régulièrement de son pays aux États-Unis. Donc voilà, ça fait plaisir et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de la retransmission des matchs de l'Olympique de Marseille. Pour terminer ce débrief, on va vous donner le classement de la Ligue 1, en tout cas les places importantes. Donc le Paris Saint-Germain finit champion premier, 2e Monaco, 3e Brest qui valide donc sa place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Ce sera Lille qui finit 4e et qui devra passer un barrage pour se qualifier pour la Ligue des Champions. 5e Nice et 6e Lyon. Tous deux joueront la Ligue Europa. 7e donc Lens qui jouera sans doute la Ligue Europa Conférence, c'est même sûr. Et en bas du classement, fini barragiste 16e Metz, Lorient 17e. Tous les deux se sont livrés une bataille en fin de championnat, notamment ce soir, parce que ça s'est joué à la différence de but particulière, il me semble, parce que la différence de but générale, ils sont tout simplement ex-aequo en nombre de points, ex-aequo en goal average. Donc ça s'est joué vraiment à rien. Et enfin Clermont aussi qui finit dernier. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ces matchs de l'Olympique de Marseille. Vous retrouvez votre dernière semaine du bar des supporters dès mardi à partir de 17h30. Excellente fin de week-end et de soirée sur Maritima. Il est là, le 17e. Oui, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, centre de Klose, reprise au petit, entre le
le point de pénalty et la ligne des 6 mètres de Pierre-Emerick Aubameyang pour son 17e but de la saison en Ligue 1, son 30e but, toute compétition confondue pour sa première saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Non, il n'est pas cramé, non, il n'est pas mort. Pierre-Emerick Aubameyang, 35 ans à la fin du mois de juin, qui montre encore une fois son sens du but, et on va suivre cette course de Pierre-Emerick Aubameyang qui va sans doute venir faire un petit câlin à son coach Jean-Louis Gasset. Voilà, on le voit, Pierre-Emerick Aubameyang avec Jean-Louis Gasset, c'est une très très belle image. Merci coach, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour lui, parce que il a quand même fait en sorte qu'Aubameyang garde son efficacité. Les supporters marseillais ont la patate. Allez, nous on retrouve un peu le sourire, on va pas mentir. Contrôle du Panaméen, contrôle, frappe du pied gauche et le but, il est là. Amir, il a trouvé Amir Murillo, l'enroulé du pied gauche. Il a des talents cachés, ce Panaméen. Il n'y a pas de footballeur au Panama. Je respecte Julio César, Dedy Valdés, mais quand même, ce qu'ils viennent de nous faire sur ce contrôle pied droit, conduite de balle parfaite, frappe, équilibre parfait, pied gauche, le ballon vient fouetter le poteau droit d'Arthur Desmas. C'est le 2e but de l'Olympique de Marseille. Il est signé Amir Murillo. Maritima. Le débrief.